Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de la CPP. Oui. Comment se porte votre parti politique aujourd'hui? Merci d'abord pour m'avoir invité à cette interview. La Convergence patriotique panafricaine, la CPP, a été fondée le 15 août 1999. Vous imaginez le temps que nous avons déjà passé sur l'échiquier national togolais sur le plan politique. À la naissance de ce parti, il y avait 4 partis qui ont trouvé le moyen de se fusionner pour constituer une vraie force. Mais malheureusement, l'idée a fait bon chemin et ensuite, au moment où on devait mettre en place le parti, il y a des militants de certains partis qui ont dû quitter pour aller à d'autres partis. Après, il y a eu certains problèmes internes qui ont entraîné la mise en place de l'Équateur pour diriger le parti suite au départ de M. Edem Kodjo, feu Edem Kodjo, le premier président. Et après, en 2011, il y a eu un congrès qui a mis en place un nouveau bureau dirigé par M. Francis Ekon. M. Francis Ekon, sous l'effet de l'âge et sous le poids de l'âge, a voulu céder la place à un plus jeune que lui. Et nous avons tenu un congrès en décembre 2019. Ce congrès était destiné à mettre en place une structure provisoire. Malheureusement, ça a entraîné aussi d'autres problèmes. Jusqu'au 21 novembre 2020, date à laquelle un conseil national a eu lieu, invitant toutes les fédérations, et on a mis en place un nouveau bureau que nous dirigeons aujourd'hui. Le jour de ce conseil national, nous avons fait un programme en 3 axes. Répertorier les difficultés du parti. Ensuite, renforcer les fédérations, créer d'autres fédérations et la formation des militants. Parce que vous savez, le plat politique n'est pas un plat facile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que le bureau actuel a essayé de faire ce qu'il a pu. Nous pouvons dire également que nos fédérations qui étaient presque endormies se réveillent et nous tenons nos réunions régulièrement pour pouvoir faire passer des messages. Il y a eu des formations à l'endroit des jeunes militants sur les questions politiques, sur les questions de vie chère et sur les questions sociales. Voilà un peu ce que je peux dire de la vie de la CPP aujourd'hui. Sur le terrain politique, aujourd'hui, on ne sent plus les partis politiques de l'opposition. Est-ce que vous avez eu déjà ce que vous cherchiez avant au Togo? Non, mais si quand on dit aujourd'hui qu'on ne sent pas les partis politiques, moi je dis que c'est un faux débat que l'on mène. Pourquoi? Parce que un parti politique est là pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais vous savez que les élections, c'est toujours à date échéance. Donc, les partis se retrouvent, discutent selon les textes qui les régissent. Il y a des réunions qui se tiennent et il y a des visites dans les fédérations qui se font. Mais aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, les gens ne mettent plus sur la place publique, mais sur leur site. Si vous allez sur leur site, vous allez voir tout. Donc, ne dites pas que les partis, on ne les sent plus. Vous allez constater bientôt qu'à partir de 2023, les choses vont commencer par bouger parce que nous avons de grandes échéances. Donc les choses vont commencer par bouger, les employés vont commencer par bouger. Mais les partis que moi je connais, beaucoup de ces partis vont sur le terrain, rencontrent les militants sur le terrain, parce que le Togo ne se limite pas à Lomé. Les gens vont. La CPP va régulièrement sur le terrain. La CPP vient de mettre dans le Bamono un bureau provisoire pour sa fédération. Et vous n'ignorez pas que le Bamono était une vraie bastion pour la CPP, au temps de l'UTD, puisque l'UTD fait partie aujourd'hui des partis qui ont créé la CPP. Donc, les partis font leur travail de sensibilisation, de formation, de rencontres de fédérations, de réunions régulières, selon les textes qui régissent ces partis-là. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est seulement les communiqués autres là que les partis politiques font. Non, les communiqués circonstanciels. Vous allez constater que lorsqu'il y a eu la Covid, beaucoup de partis ont
lancé un appel pour la vaccination. Lorsque la vie chère, beaucoup de partis sont intervenus sur le terrain pour que le gouvernement togolais, la majorité, puisse faire quelque chose pour apporter un petit soutien aux travailleurs. Vous allez constater également quand il y a un problème, les gens réagissent par des communiqués. Et tout dernièrement, il y a 6 partis qui se sont retrouvés pour lancer un appel. Donc les partis font, mais ce n'est pas seulement les communiqués. Chaque parti fait son travail sur le terrain. Maintenant, on ne peut pas parler de coalition, on ne peut pas parler de quoi que ce soit pour le moment parce que les élections, on sait qu'on aura les élections législatives en décembre, mais les élections régionales, on ne sait pas encore. Mais ne croyez pas que les gens ne se retrouvent pas. Les gens se retrouvent régulièrement. Les gens se retrouvent régulièrement. D'ailleurs, paix à son âme, notre frère et ami, Patrick Lawson, vient de nous quitter. Moi, j'ai vu dans la maison de Patrick comment les partis défilent et au siège de l'ANC. Donc, ce qui veut dire que les gens sont encore là, mais ils font ce qu'ils doivent faire pour pouvoir maintenir leurs militants à leur place. Comment faire pour redynamiser cette lutte pour la tenance au Togo? Vous savez, la lutte politique n'est pas une lutte facile. Et je comprends les Togolais parce qu'on a fait croire en 90 que le régime d'alors était déjà parti. Mais nous oublions que c'est tout un système qui était là. C'est ce que nous avons oublié. L'alternance ne peut venir que si certaines conditions sont réunies au sein de l'opposition elle-même. Il faut vous suivre un tout petit peu comment les choses se passent sur le terrain. Pendant longtemps, de 1993, on a fait la première élection multipartite plurielle et au Togo. Ça a été tout un échec parce qu'il y avait un candidat unique. Suite à des discussions entre les partis, il y a des partis qui n'ont pas voulu aller, mais tout a été saboté. Le candidat unique a dit bon, je me retire en attendant. Je pense que le Togo et les partis politiques togolais doivent comprendre que l'alternance ne viendra pas en cliquant les doigts. Non, non. L'alternance viendra par un programme que nous pouvons soumettre alors à ce peuple qui est complètement désabusé, fatigué. Si nous présentons un vrai programme auquel adhère ce peuple et en laissant tomber nos égos, nos empoignades entre nous-mêmes, je pense que la tendance viendra. D'autre part, il y a un manque de sincérité entre les partis politiques de l'opposition. Ça, ayons le courage de le reconnaître. Je sais que quand je le dis, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais c'est une réalité. Lorsque, au sein de l'opposition elle-même, nous n'arrivons pas à nous faire confiance, nous n'arrivons pas à respecter la parole donnée, comment voulez-vous que demain soit ce que nous voulons pour le peuple? Nous devons, comme je le dis régulièrement, nous devons arriver à oublier un tout petit peu nos petits égos. Comme on le dit chez nous à Anéro, l'union fait la force. Si je dois le traduire en minant, Benodoué, ton Angoto. C'est ça. C'est quand on est ensemble qu'on constitue une véritable force. Mais quand on est éparpillé, petit groupe, on ne constitue pas une force. Vous savez, à chaque fois que l'opposition se retrouve sérieusement, il y a toujours des avancées. Malheureusement, au moment où le fruit commence par mûrir, nous nous querellons parce que chacun croit que c'est déjà le moment pour en tirer profit. Il n'est pas dit que tout le monde sera président. Non. Un nouveau venu peut devenir président de la République demain. Donc, moi je pense que l'alternance peut se faire beaucoup de manières. Par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, avant que Ouattara, avec son RDR, ne vienne au pouvoir, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a échoué premièrement, mais il a créé une dynamique à travers les mairies. Le RDA a gagné beaucoup de mairies, donc a créé une assise. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, nous créons cette force-là à la base d'abord? Nous n'arrivons pas à le faire. Donc, mon souhait le plus ardent et ma prière régulière, c'est que
l'opposition doit se retrouver, redéfinir certaines choses pour aller de l'avant. Sinon, comme je le dis, ce n'est pas en sortant des communiqués, en faisant des critiques que nous pouvons gagner cette bataille. Nous avons en face de nous tout un système. Vous ne pouvez pas me dire que UNIR aujourd'hui n'a pas de cadre. Quand vous voyez le gouvernement, quand vous voyez les gens qui sont à des postes, c'est des cadres qui réfléchissent, qui débattent. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que les deux plateaux de la banque commencent par s'équilibrer. Il faudra que l'on réfléchisse autrement au sein de l'opposition, tout en déposant ce que mon ami Philbert Artissot dit chaque fois, le Togo autrement. Votre parti politique participera-t-il aux élections régionales? Nous avons 2 échéances l'année prochaine. Mon parti a déjà pris la décision de participer à ces 2 échéances électorales, selon les conditions définies par le nouveau code électoral, issu des discussions de la concertation nationale entre partis politiques. Deuxième élément, nous nous sommes dit qu'il faut au moins une coalition électorale. Je ne parle plus tellement de coalition pour la coalition, mais faire une coalition tout en réfléchissant sur la stratégie que nous devons avoir pour gagner beaucoup de sièges aux élections, bien sûr législatives que régionales, et arriver à avoir un véritable contre-pouvoir, un contre-pouvoir, je dirais, et des débats aussi bien au Sénat que à l'Assemblée nationale, et petit à petit gravir les choses pour aller de l'avant. Que faut-il faire pour réduire sensiblement les questions de la vie chère au Togo? Vous savez que la vie chère est la conséquence de deux choses, une endogène et une exogène. Endogène, vous savez que notre pays a traversé beaucoup de crises. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire, selon le programme qu'il a défini pour être au pouvoir. Exogène, la guerre de l'Ukraine et la Covid. Donc ça a fragilisé l'économie mondiale et beaucoup d'économies nationales. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de nous remettre au travail. C'est le moment où nous devons ensemble réfléchir sur le développement de ce pays. Ce n'est pas seulement la majorité qui est au pouvoir qui peut le faire. Réfléchir ensemble sur le développement de ce pays. Lorsque nous suivons ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui, et principalement la France que nous copions, vous allez constater qu'il y a des débats très chauds, mais les gens arrivent à dire ça c'est bon pour que le pays aille de l'avant. C'est la même chose que nous devons faire ici, parce que nous ne sommes pas encore sortis de certaines difficultés. Quand nous prenons notre pays, la jeunesse, on est en train de faire le recensement actuellement, on nous dira demain que les jeunes sont plus nombreux que les adultes, que les vieux que nous sommes. Mais est-ce que ces jeunes-là resteront délaissés pour compte? Je ne crois pas. Donc il faut repenser tout ce qu'on doit faire. Réduire la vie chère, pour moi, ne se limite pas seulement à augmenter les salaires. Parce que lorsqu'on augmente les salaires, il faut trouver l'argent quelque part pour pouvoir payer. Mais créer, laisser la jeunesse s'ouvrir avec des initiatives, par exemple l'agriculture mécanisée aujourd'hui, pour que nous puissions produire ce que nous allons consommer. La santé, l'éducation, beaucoup de choses se font dans les domaines, mais la population augmente. Donc ce serait toujours difficile, mais pour pouvoir bien réduire aujourd'hui la vie chère, il faut penser aux aspects sociaux de tout homme. Premièrement, avoir un bon habitat quelque part, là où on doit dormir, avoir de l'électricité à tout moment pour pouvoir faire son travail, transformer l'agriculture pour que cette agriculture nourrisse à la fois l'agriculteur et la population. Pensons plus aux produits que nous consommons que des produits que nous exportons. Je pense que ça fera que nous puissions manger à notre faim, nous puissions nous habiller. Je vois la plateforme industrielle qui vient de
de commencer par parler de textile togolais transformé au Togo. Transformé au Togo pour les Togolais ou pour l'exportation. Ça, c'est un point d'interrogation. Point d'interrogation. Transformé au Togo pour les Togolais, oui. Mais est-ce que nous avons le marché nécessaire pour pouvoir consommer ce que nous allons produire au Togo? Je ne suis pas sûr. Mais par contre, sur l'agriculture, nous pouvons nous autosuffire, si nous le voulons, par une agriculture plus mécanisée aujourd'hui, vers les produits céréaliers que nous consommons, les tubércules que nous consommons, et nous allons voir que les prix vont chuter pour ces produits-là. Et ça permettra à ce que les gens, même si vous gagnez 35 000 francs comme salaire, le minimum, vous pouvez vous autosuffire. Je prends le cas toujours, le cas de la Chine. Je prends le cas de la Chine. On ne verra jamais des SDF sans domicile fixe en Chine. Les gens mangent à leur faim. J'ai été 2 fois ou 3 fois. Mais le manger est là au moins. Les gens dorment là où ils doivent dormir. Donc, nous pouvons copier le bon côté de la Chine. Maintenant, faire en sorte que nous commençons par implanter des industries au Togo. Au lieu que les gens viennent acheter nos soja, nos cotons, transformer ce que nous faisons ici. Le début sera difficile, ça c'est clair, le début sera difficile. Mais dans 5 ans, on se fixe un objectif, on dit dans 10 ans, le Togo sera autosuffisant alimentairement. Et lorsque les gens mangent à leur faim, dorment un bon sommeil, se soignent correctement, vont à l'école, la lutte continue, mais les gens ne crieront pas sur tout le temps. Nous avons découvert, par le recensement, que les gens ont tellement de frustration que se faire recenser devient aussi un problème. Donc, la vie chère est un phénomène qui frappe tous les pays. Vous voyez le Ghana bouge et les gens descendent dans la rue. Le Ghana que nous apprécions il y a quelques années, les gens descendent dans la rue pour dire qu'Akufo n'a qu'à partir. C'est la réalité et c'est le propre de l'humain. On peut applaudir aujourd'hui et demain on peut crier full camp facilement. Donc, je pense que ce qu'il faut faire réellement, c'est surtout faire de l'agriculture un moyen d'attirer les jeunes dans ce domaine parce que pendant longtemps, on a considéré l'agriculture comme des gens qui n'ont pas mis pied à l'école. Et nous avons pensé plutôt qu'avoir un diplôme, être dans un bureau, c'est ça la civilisation. Non, non. Moi, j'ai été à l'école avec des gens, des écoles privées, collèges privés à l'époque, avec des gens dont les parents étaient des paysans, mais qui payaient les 12 500 de l'école. 12 500 dans les années 60-70, ce n'est pas de la blague. Donc, mais les paysans arrivaient à payer ça pour leurs enfants et on les logeait à Lomé ici. On paie aussi les loyers. Donc, je pense que nous tous, nous devons nous dire, tout ce pays nous appartient et nous devons faire l'effort, faire en sorte que la génération qui viendra soit une génération, non pas de lanceurs de pierre, mais des générations qui contribuent au développement du pays pour qu'on en fasse alors un pays émergent bientôt. En tant qu'un ancien syndicaliste, Ouais. comment voyez-vous aujourd'hui la société au côté du social? Surtout, il y a l'augmentation partout, par-ci, par-là, mais les syndicalistes ne disent rien. Non, moi je ne vais pas parler à la place des syndicalistes d'aujourd'hui. Quelle analyse vous êtes un ancien? Ce que je dis, il y a 2 phénomènes qui ont contribué à l'affaiblissement du syndicat au Togo. Le premier, c'est la crise qu'il y a eu à la CSTT. Et on a le courage de le reconnaître. La crise qu'il y a eu en 2014 à la CSTT. Le second, c'est les grèves intempestives. Parce que comme je le dis aux syndicalistes, la grève n'a que 2 conséquences. Ou elle vous renforce, ou elle vous affaiblit. Et il faut éviter de faire croire que tout peut se faire, tout peut être réussi par la grève. Non. Parce que lorsque l'employeur se dit, bon, maintenant vous pouvez aller à votre grève. 1, vous perdez vos militants parce qu'on va leur déduire de l'argent. 2, vous n'avez rien obtenu et les gens seront faibles. Ils ne vont plus vous suivre. Donc c'est pour cela que c'est une arme ultime, comme nous le disons en syndicat,
évitons, planons toujours cette grève-là, mais utilisons ces termes-là le plus lentement possible. Au lieu de crier, on va aller en grève, on va aller en grève, on va aller en grève. Finalement, ça ne dit plus rien. Je voudrais ici l'ancien appel que les enseignants qui ont été licenciés suite à des faits de grève, qu'ils ont payé déjà le plus cher, on peut penser à les ramener dans le rang pour qu'ils reprennent leur place. Nous venons de perdre un d'entre eux qui a subi une attaque et qui est décédé. On a libéré les élèves qui ont suivi, et ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de faire en sorte que ces enseignants soient repris dans leur domaine respectif et apporter maintenant leur contribution. Je pense qu'ils ont appris la leçon, ils ont bien compris cette leçon, et demain, s'il faut aller faire une grève sauvage, ils ne la feront plus. Voilà les deux phénomènes. Mais le phénomène le plus ardent, c'est les grèves intempestives. Parce que vous avez vu, à la moindre chose, nous devons aller en grève. À la moindre chose, nous devons aller en grève. On bloque tout, on fait sortir les élèves. À un moment donné, ça suffit. Et quand on le leur dit, ils disent non, ça votre temps, non. Le temps n'a pas changé. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Donc, mais le syndicalisme, aujourd'hui, est un syndicalisme de développement. C'est pourquoi aujourd'hui, on les appelle des acteurs de développement. Il faudra privilégier le dialogue. Le dialogue jusqu'au dernier moment. Et tout le monde saura que tel ministre n'a pas voulu faire le dialogue, tel ministre n'a pas voulu faire le dialogue, tel employeur n'a pas voulu faire le dialogue. Et les gens sont obligés d'aller maintenant en grève pour pouvoir obtenir. Les acquis sociaux, on n'en discute pas. Il faut toujours améliorer les conditions de vie et de travail des employés et des travailleurs, mais dans les proportions qui puissent permettre à ce que ça ne tue pas l'entreprise ni l'État. Voilà ce que je peux dire du syndicalisme aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier.